Alors on pourrait s'arrêter là, il n'y a rien à dire. Et j'aimerais quand même vous dire que face à une archéologie qui, dans les premières années, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, s'est extasiée devant la réalité du récit biblique face à ce qu'il découvrait. L'archéologie a pris actuellement un tournant tel que un archéologue est content quand il peut montrer que ce qu'il découvre sur le terrain va à l'encontre de ce que dit la Bible. Malgré cela, les faits parlent. Et j'aimerais justement aujourd'hui amener quelques éléments pour vous montrer que derrière cet apparent vide, en réalité, il y a beaucoup de richesses et que les pierres continuent à crier selon ce que nous a dit Jésus. Alors, je vous demande aussi de pardonner un petit peu le désordre dans lequel je vais vous donner cela, parce que j'ai essayé de rassembler des documents, mais je n'ai pas toujours eu le temps de les mettre en bon ordre comme je le souhaitais, mais on va essayer d'avancer quand même. D'abord, je vous présente une carte pour que vous vous familiarisiez avec la région. Vous avez donc ici l'Égypte, et vous avez ici donc le sud de l'Égypte avec les premières cataractes du Nil, et par conséquent, vous vous rappelez Abou Simbel, où il y a ce temple qu'il a fallu sauver. Donc en faisant des découpages, ça a été un travail pharaonique, mais quand même, ça a été fait parce que le lac Nasser, qui est là, remonté jusque-là et menacé d'inonder ce temple majestueux. Donc vous avez là toute la vallée du Nil, et ça c'est ce qu'on appelle la Haute-Égypte, la haute vallée du Nil. Et puis en gros, un petit peu avant le delta, vous avez là ce qu'on appelle la Basse-Égypte, parce qu'au niveau, elle est beaucoup plus près du niveau de la mer. Et donc vous avez ici le delta. Et ce qui est très important et sur lequel nous reviendrons longtemps, ici l'isthme de Suez, c'est-à-dire l'endroit où la terre entre la Méditerranée et le golfe de Suez est la plus courte. Et cette zone-là est une zone en grande partie marécageuse. Et vous voyez sans doute se dessiner sur la carte, mais je vous montrerai d'autres cartes, où il y a des lacs peu profonds. Et c'est donc une zone où on a pensé que ça pouvait être la traversée de la mer Rouge. Je reviendrai là-dessus. Si je continue l'exploration de cette carte, vous avez ici le mont Sinaï, avec la position traditionnelle du Djebel Moussa, et juste à côté, le monastère Sainte-Catherine. Ici, vous avez donc la pointe du golfe d'Aqaba. Donc, vous voyez ici le golfe de Suez, ici le golfe d'Aqaba, et ces notions de golfe de Suez et de golfe d'Aqaba vont revenir en permanence. Parce que dans les anciennes cartes, eh bien, la péninsule du Sinaï n'existe pas. Et les deux bras de mer sont confondus. Tous les deux sont de la mer Rouge. Vous voyez, c'est ça la mer Rouge. Mais qui se termine avec deux bras, le golfe d'Aqaba et le golfe de Suez. Et entre ces deux bras, la péninsule du Sinaï. Si je continue, vous avez là le tas d'Israël qui se termine par une pointe, juste une pointe sur la pointe du golfe d'Aqaba, et c'est avec la ville d'Eilat, alors que la Jordanie se termine aussi en pointe là-dessus, mais avec la ville d'Aqaba, ce qui a donné le nom au golfe d'Aqaba. Et puis vous voyez que la majorité de la côte ici appartient à l'Arabie Saoudite, mais qui se prolonge bien vers le bas. Et puis vous avez ici donc la péninsule du Sinaï, côté est, côté ouest, et ici
l'Égypte qui continue, avec donc le Nil, bien sûr, et ici ce que l'on appelle le désert oriental, et de ce côté-là le désert occidental, et avec de temps en temps des oasis. Vous avez aussi en Égypte cette particularité d'avoir des dépressions, c'est-à-dire d'avoir des zones du pays qui sont plus basses que le Nil, ce qui a permis, à l'occasion, aux Égyptiens d'irriguer à partir du Nil certaines zones désertiques par manque d'eau, mais extrêmement fertiles, et d'avoir des productions très importantes. Alors, je continue avec les cartes, et voilà en général, mais ça n'est qu'un des exemples, vous en avez en quantité, voilà un des exemples de ce que l'on considère comme le trajet de l'Exode. Alors on considère en général que le pays de Goshen, voyez, est en plein delta du Nil. Je vous dis tout de suite, c'est une impossibilité. C'est pas possible. Pourquoi? Vous rappelez-vous que les Égyptiens avaient en horreur les éleveurs. Or, où était massée la majorité des Égyptiens? C'étaient des cultivateurs. Et la terre la plus fertile, c'était le delta du Nil. Par conséquent, ils étaient là. Ils n'allaient pas faire venir dans cette terre fertile où on cultivait des poireaux, des oignons, des céréales. Dites-vous que l'Égypte a été le grenier à blé de l'Empire romain pendant longtemps. Eh bien, on n'allait pas faire venir sur cette terre extrêmement fertile des éleveurs. Par conséquent, c'est absolument impossible et je vous le montrerai plus en détail. Et vous voyez, on les fait partir de Sukkot ici et puis on les fait traverser ici ce qu'on pense être la mer Rouge et qui est en réalité une zone de marécage. Alors on s'appuie pour cela sur le fait que Yam Souf, la mer Rouge en hébreu, veut dire mer des roseaux. Je vous expliquerai que ça n'a rien à voir et qu'on ne peut pas du tout se baser là-dessus. Le problème, c'est qu'ici, effectivement, il y a des roseaux et tout ce delta du Nil est extrêmement producteur de roseaux et en particulier de papyrus, qui est une forme de plante aquatique et qui sert pour la fabrication des papyrus. Donc, il y a là une difficulté que nous allons devoir régler. Mais si vous continuez, vous vous rendez compte que vous avez, alors je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais vous avez Python, Sukkot, on vous les présente comme des données sûres. Ce n'est pas tout à fait sûr. Et puis vous arrivez en 3 à Pi Haïrot. Et la carte a l'honnêteté de marquer un point d'interrogation. Vous descendez encore et on vous va à Mara, en 4. Point d'interrogation. Elim, point d'interrogation. Dofka, point d'interrogation. Rephidim, point d'interrogation. Mont Sinaï, point d'interrogation. Et après, on ne vous met même plus les noms parce qu'en réalité, on n'a rien. C'est-à-dire qu'aucun de ces sites n'est sûr. Il y a eu des travaux du côté de Python, effectivement, et là, on a des raisons de penser que Python est là, mais je vous dirai que même ça, ça n'est pas tout à fait sûr. Et puis, vous avez quand même dans cette carte quelque chose d'autre qui est intéressant. Vous voyez qu'à partir d'Esjon-Geber, il y a une grande boucle qui va vers Beersheba, hein, c'est cette boucle-là, voilà. Puis qu'on revient vers ce point-là, il y a un petit passage en Arabie, et puis après, c'est la conquête du pays de Canaan. Cette carte, je ne dis pas qu'elle est fantaisiste, mais elle n'est pas consistante avec ce que nous pouvons penser de la véritable traversée du désert. Alors j'avance un petit peu et avec cette carte-là, je vous montre ce qu'était l'isthme de Suez, c'est-à-dire cette zone qui va, alors je vois mal, je suis mal placé pour vous le montrer, mais cette zone
qui va de la mer Méditerranée jusqu'au golfe de Suez. Voilà. Et donc, vous passez là par les lacs amers, alors le petit lac amer, le grand lac amer, le lac Timsah, et puis on monte encore, et ça, c'est une vaste zone marécageuse. Hein, et Péluse, c'est la ville où on avait la branche la plus orientale du delta du Nil. Actuellement, elle est asséchée, et surtout parce que le canal de Suez est passé par là, et bien entendu, le canal de Suez a profité, si j'ose dire, de ces lacs et de ces zones marécageuses parce qu'on n'avait pas beaucoup à creuser. L'endroit où on a eu le plus à creuser, c'est juste au nord du golfe de Suez. Alors là, effectivement, il y avait un petit bourrelet de sable, si j'ose dire, mais toute cette zone est très, très basse. Alors, j'avance encore un petit peu, et puis on va essayer de comprendre pourquoi on n'a rien trouvé. En 1956, Tsahal, c'est-à-dire l'armée de l'État hébreu, envahit en quelques jours la péninsule du Sinaï. Ce sont des zones, ce sont des périodes que probablement la plupart d'entre vous ont connues. Je passe sur les nombreuses péripéties qu'il y a eu, et en 1979, un accord est trouvé entre Israël et l'Égypte pour que l'Égypte récupère la péninsule du Sinaï. Pendant le temps où les Israéliens ont eu la domination de la péninsule du Sinaï, ils ont envoyé leurs meilleurs archéologues. Mais vous voyez que ça a duré des années. Ils ont fait des recherches pendant 15 ans au moins. Et ils ont trouvé des choses, ils ont trouvé des restes même de feu qui dataient de 3000 ans, ils ont trouvé des restes de barrières, ils ont trouvé des restes de campements. Mais rien que l'on puisse attribuer au passage des Hébreux dans cette partie-là. D'où, si vous voulez, la conclusion qu'ils en ont tirée, et vous le verrez, conclusion un peu hâtive, qui leur a fait dire, eh bien, ce n'est pas la peine de chercher, il n'y a rien. Et s'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'effectivement, il n'y avait rien à trouver. Seulement, comment concilier ça avec l'idée que l'on se fait d'une population de 2 au moins et probablement 3 millions de personnes, puisqu'il y avait 600 000 hommes, plus de 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire des hommes entre 20 et 50 ans. Alors il faut compter les femmes, qui étaient probablement au moins en aussi grand nombre, et les enfants, qui étaient au moins les enfants jusqu'à 20 ans, et puis les vieillards, qui étaient probablement un aussi grand nombre que les hommes et les femmes réunis. Bon, on dépasse les 2 millions, on arrive probablement à 3 millions de population. Eh bien, une population qui reste pendant 40 ans dans une zone, et dans une zone confinée, c'est-à-dire que le mont Sinaï, la péninsule du Sinaï, elle fait 200 km de large, et à peine plus en hauteur. Donc c'est un territoire restreint. Je ne sais pas combien mesure la Belgique, mais c'est certainement pas plus grand que la Belgique. Et donc, sur ce territoire-là, imaginez une population nomade de 3 millions de personnes, eh bien, elle laisse des traces de poterie, des traces de feu, des traces de camps, des traces de bijoux et de choses comme ça. Donc, il est clair que ça n'est pas possible qu'une telle population n'ait rien laissé. Et donc, vous voyez que la conclusion que normalement et que naturellement tirent les archéologues, eh c'est de dire que ça n'a pas eu lieu. Alors, on s'est orienté vers le fait que c'était sans doute
d'une famille qui avait fui comme ça, et puis que le récit s'était enflé, était devenu une épopée, et puis que finalement ça avait donné le récit de la sortie d'Égypte. Oui, mais si on n'avait pas cherché au bon endroit. Et là, j'aimerais vous dire que ce qu'ont trouvé les Israéliens est quand même extrêmement important, parce qu'ils ont quand même trouvé que cette péninsule du Sinaï, où on trouvait des éléments très vieux, vieux de plus de 3500 ans, avait quand même un gap, avait quand même un trou. Et pendant 500 ans, on ne trouve rien sur le plan archéologique dans cette péninsule du Sinaï. Et puis on retrouve des choses après, mais rien pendant 500 ans. Et il est très probable que les Égyptiens, après la fuite des Hébreux hors d'Égypte, se sont tellement méfiés des populations cananéennes qu'ils ont fait de la péninsule du Sinaï une sorte de no man's land. C'est-à-dire qu'ils ont évité, ils ont mis comme ça 200 kilomètres de désert entre eux, l'Égypte fertile, et les populations cananéennes qui étaient, bon, soit du côté des Philistins, soit du côté des Nabatéens, soit du côté de l'Arabie. Et là, si vous voulez, il me faut vraiment insister sur un point particulier. C'est que même depuis l'ère pré-dynastique, c'est-à-dire pré-pharaonique, alors que l'Égypte n'avait pas encore de pharaon, la péninsule du Sinaï a toujours appartenu à l'Égypte. C'est-à-dire que si Israël est sorti d'Égypte, il est sorti de la péninsule du Sinaï. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas guère imaginé, parce qu'on a toujours imaginé que, voilà, ils avaient erré pendant 40 ans dans ce petit espace. Mais l'Exode nous décrit le désert de Shur, le désert de Paran, le désert de Tsin, nous décrit de grands espaces qui n'existent pas, dont on n'a pas la trace de nom, et qui n'ont pas la place. Un archéologue israélien disait, mais si on voulait placer tout ce que nous décrit l'Exode, la Bible, tout ce qui nous est décrit au cours de cet Exode-là, eh bien, on n'aurait pas la place de le mettre dans la péninsule du Sinaï. C'est trop petit. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'il y a un autre chemin. J'avance un petit peu et j'aimerais vous montrer qu'il y a à la fois des difficultés, mais des ressources bibliques. Je commence par ceci. Dans le livre des Galates, dans l'épître aux Galates de l'apôtre Paul, il dit ceci. « Car il est écrit que Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui des esclaves naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, c'est ce que dit Paul. Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Alors, indépendamment de l'enseignement théologique qui est dans ce verset, voilà un verset qui nous dit que le mont Sinaï est en Arabie. Alors, pour concilier cela avec la géographie, beaucoup d'auteurs ont fait déborder l'Arabie sur une partie de la péninsule du Sinaï. Ça, c'est déjà bien acrobatique et
à ma connaissance, ça n'est pas confirmé. Parce que ce qui est de l'autre côté du golfe d'Aqaba, ce sont des montagnes, et c'est inhospitalier, et ça n'est pas du tout propre à l'élevage, comme pouvait le faire Madian, sauf bien sûr dans la partie nord. Alors j'avance encore un petit peu, et je vais vous parler du pays de Gossen. Je ne voudrais pas prendre trop de temps là-dessus, mais le pays de Gossen, tout à l'heure, vous avez vu qu'on le situait en plein delta. Et je vous ai dit que c'était impossible. Mais voilà les éléments que nous avons. Je vous montre rapidement ici, alors vous avez des chiffres qui vous indiquent le numéro d'ordre des noms. La Basse-Égypte, donc qui partait d'ici, donc un peu au-dessus du Caire, vers Memphis, là, était divisée en 20 noms. Les noms, c'était des régions. On pourrait parler de départements en France. Je ne sais pas quel est le nom que vous utilisez en Belgique, mais c'était des régions. Et la Haute-Égypte, elle, au-delà de Memphis, qui allait donc très très bas vers le sud, était divisée en 16 à 22 noms, mais qui tous étaient le long du Nil. C'était des portions du Nil. Et chaque portion du Nil était affectée d'une aile sur la droite ou d'une aile sur la gauche, qui représentaient des territoires quasiment désertiques où il n'y avait rien. Donc vous avez ici plusieurs noms, et j'aimerais attirer votre attention sur deux d'entre eux. Vous avez d'abord le 8. Le 8 qui est le plus à l'est apparemment. En réalité, sa capitale était Python. Alors Python, c'est quelque chose qui nous est connu. Python, c'est la contraction de Pi Atoun, c'est-à-dire la maison d'Atoun. Et vous avez ici, donc Pi Atoun, voilà, et en réalité, au fond du golfe de Suez, parce que ça c'est l'extrémité du golfe de Suez, vous avez une ville qui, à l'époque grecque, s'est appelée Héropolis. Et Héropolis a été confondue avec Python. Bien. Pourtant, elles sont assez éloignées, mais on les a confondues. Et vous avez ensuite le 20e nom d'Égypte. Alors ce 20e nom, on l'a mis là parce qu'on ne sait pas où le mettre. Et en réalité, quand on regarde les indications qui nous sont données sur ce 20e nom, il s'appelle Sopède. Alors Sopède, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais en égyptien, ça signifie l'extrême, l'extrémité, la frontière, et plutôt la frontière est. Bon. Et ce nom était bordé par une mer qui s'appelait la mer de Sopède ou Soph. Et Soph, c'est ce qui a donné chez les Hébreux Yam Souf, qu'on a traduit par la mer des roseaux. Mais c'est une erreur, ça n'est pas la mer des roseaux. C'est la mer de l'extrême, c'est la mer frontière. Et c'est la mer Rouge, mais la mer Rouge, le golfe d'Aqaba. Et quand, par exemple, Salomon va construire des navires et va faire une flotte à Esjon-Guéber, eh bien, il les amène sur la mer Rouge, mais la mer Rouge, là, c'est le golfe d'Aqaba. Le problème avec cette mer Rouge-là, et donc vous comprenez pourquoi on la met Yam-Souf, alors ne dites plus la mer des roseaux, c'est une hérésie. C'est la mer extrême, mais dans une terminologie hébraïque. Et il n'y a jamais eu de roseaux dans cette mer Rouge. Par contre, de ce côté-là, vous voyez, avec tous les lacs que vous avez ici, le lac Amer, le lac Timsit, et tous ces lacs et ces zones marécageuses, alors effectivement ici, il y a beaucoup de roseaux. Et donc on s'est dit, ben, la mer Rouge, c'est la mer des roseaux, et donc le passage de la mer Rouge, eh bien, il s'est fait par là, dans quelque part par là, dans cette zone par là.
Bien. Le problème, c'est que ça ne cadre pas du tout avec ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, j'avance un petit peu et je vous montre une autre carte. Alors, cette autre carte, elle vous montre donc toutes les noms de Basse-Égypte. Vous avez ici ce qui reste. Vous avez peut-être noté qu'il y avait 7 bras dans le delta du Nil. Il n'en reste plus que 2 actuellement. Hein, et vous voyez cette série de lacs qui permet d'aller jusque-là. Ici, vous avez Péluse. Et là, la dernière branche du Nil se présentait comme ça. Elle a été coupée par le canal de Suez, qui arrive à peu près ici, à Port Saïd, et qui donc a définitivement coupé cette branche du Nil. Mais elle était déjà largement asséchée. Voilà, donc pour vous familiariser avec ces choses-là. Alors voilà les 7 branches traditionnelles du Nil. Il ne reste guère que celle-ci, je pense, voilà, celle-ci, et celle-ci qui va vers Mariette. Il faut que je le voie. Ce sont celles qui vont vers Rosette et vers Mariette. Voilà. Peut-être que vous ne les voyez pas bien. Toutes les autres, celles-ci vont dans un lac, ne vont plus jusqu'à la Méditerranée, et c'est un grand lac qui maintenant communique avec la Méditerranée et qui est un grand lac salé. Alors, j'avance encore et, je vous montre là les lacs, je vous en ai parlé, et j'arrive au pays de Gosen. Genèse nous dit, Genèse 45, 10, tu habiteras dans le pays de Gosen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes boucs et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Eh bien, la Septante. Alors, la Septante, c'est une traduction en grec de l'hébreu, qui a été faite à peu près au IIe, IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui donc s'adressait à des Grecs. Et de temps en temps, elle prend la liberté de traduire, mais de traduire de manière que ce soit compréhensible. Et ça nous donne des indications. Alors, vous voyez, la Septante traduit ici le pays de Gesem arabique. Et vous comprenez que le pays de Gesem arabique, ça ne peut pas être en plein delta du Nil. Ça, c'est pas possible. Alors vous me direz, c'est peut-être une interprétation de la Septante. Oui, c'est déjà une interprétation, mais ça peut être une interprétation qui explique. Je continue. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait à Gosen. Donc quand il vient d'Israël, Jacob, donc Israël, s'approche de l'Égypte et il envoie devant lui Judas pour avertir Joseph qu'il arrive. Bien, pour l'informer qu'il se rendait en Gosen. Et la Septante traduit, Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour le rencontrer à Héronpolis, vers le pays de Ramsès. On peut même traduire pour qu'il vienne le rencontrer depuis Héronpolis. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Héronpolis? Eh bien, Héronpolis, c'est le golfe de Suez. Héropolis ou Héronpolis, c'est l'équivalent, si vous voulez, de Suez, de la Suez actuelle. C'est-à-dire, c'est l'extrémité du golfe de Suez. Alors, vous imaginez la situation. Israël arrive, il est au sud, dans la partie nord de la péninsule du Sinaï, il envoie devant lui son fils Judas pour avertir Joseph, Joseph qui lui se trouve déjà à Suez et qui va à sa rencontre. Et il se rencontre où? Dans le pays de Gosen. Si nous suivons cette chose-là, alors ça veut dire que le pays de Gosen, j'avance encore, mais voilà, donc on a la même chose. Donc si je continue avec cela, j'aimerais arriver jusqu'à une carte. À ce moment-là, on se rend compte que le pays de Gosen,
n'est pas dans le delta, n'est même pas entre le delta et l'isthme de Suez, mais qu'il est dans la partie nord de la péninsule du Sinaï. Et nous avons pour cela un élément supplémentaire. Vous avez 3 textes dans le livre de Josué qui nous parlent de bataille, et vous voyez Josué les bâtit à Kadès Barnéa et Gaza, il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Et là, vous voyez que ce qui est appelé le pays de Goshen, c'est une chose, c'est un territoire qui se trouve au sud d'Israël, en Égypte, mais au sud d'Israël. Et nous avons la même chose en Josué 11,16. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Goshen, de la vallée de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. C'est donc au sud d'Israël. Alors si vous vous représentez de nouveau, et j'espère que je vais le voir là, la péninsule du Sinaï, vous avez un pays de Goshen qui probablement est à l'endroit où Joseph a rencontré Jacob, donc quelque part par là, et puis vous avez un pays de Goshen qui est au sud d'Israël, quelque part par là. Mais est-ce que finalement le pays de Goshen, ça n'est pas toute la partie nord de la péninsule du Sinaï? Je n'insiste pas davantage et j'en arrive maintenant à la fuite d'Égypte. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles, et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Alors, ça n'était pas tellement des villes d'habitation que les Égyptiens voulaient construire, mais c'était des magasins. Et quel était le projet? Eh bien, le projet, et en cela il se basait sur ce qu'avait fait Joseph. Alors, je vous dis ce qu'avait fait Joseph. Joseph s'était rendu compte qu'il y avait une zone qu'on appelle le Fayoum maintenant, et qui est revenue à l'état désertique, mais qui était en contrebas par rapport au Nil. Et il a fait creuser un canal qui partait du Nil et qui allait jusqu'au Fayoum, et qui irriguait le Fayoum. Alors vous savez, quand vous irriguez le désert, tout d'un coup, vous avez une végétation luxuriante. Parce que si vous avez la chaleur, l'eau, avec le sable, vous cultivez ce que vous voulez. Et le Fayoum, pendant quelques siècles, a été une période une zone extrêmement productive. Et il est probable que les bonnes récoltes qu'a obtenues Joseph étaient dues à la bénédiction de l'Éternel, certainement, mais étaient dues à cette innovation technique qu'est l'irrigation du Fayoum. Et encore, dans la population locale, les restes de ce canal s'appellent, en arabe, le canal de Joseph. Bien. Donc, les pharaons suivants se sont dit, mais pourquoi on n'irait pas irriguer d'autres zones du désert? Et alors, vous avez, tout à l'heure, sur une carte, je vous ai montré il y avait le canal de Pharaon. C'est-à-dire que le Fayoum est à l'ouest du Nil. Mais on s'est dit, pourquoi ne pas irriguer les terres à l'est du Nil? Et rien n'empêche à ce moment-là, et on sait qu'il y a eu un projet de ce côté-là, d'irriguer les terres qui étaient à l'est du Nil, et en particulier le nord du Sinaï. Parce que si le sud est très montagneux, le nord est très plat et se prêterait parfaitement à la culture. Et rien n'empêche que les villes de Python, alors Python c'est Pi-Atum, la maison d'Atum, il suffit qu'on dédie un lieu au dieu Atum et puis ça devient Pi-Atum. Donc il n'y a certainement pas qu'un lieu qui s'appelle Pi-Atum. Vous retrouvez cette racine Pi dans Pi-Airot que nous verrons tout à l'heure. Et donc, il est probable qu'on les a fait construire des choses, soit au niveau, alors je vous le montrerai tout à l'heure, du Wadi Toumilat. J'espérais avoir une carte, mais pas tout de suite.
Hein, non, 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 pas encore. Voilà. Donc ici, je vous montre ce que l'on appelle le canal des pharaons, qui était davantage destiné à l'irrigation qu'à qu'à la navigation. Hein. Donc, cette zone-là, qui s'appelle maintenant le Wadi Tumilat, alors on a trouvé, il y a des sites archéologiques extrêmement intéressants là, mais les pharaons avaient l'intention de prolonger au-delà. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, et puis on ne sait pas si le Nil aurait eu assez d'eau, parce que plus vous asséchez le Nil, ben, moins il devient fertilisant sur le reste du territoire. Alors, donc, il y avait ce projet, et il n'est pas impossible que les villes de Python et Ramsès qu'on a voulu construire soient de ce côté-là. En tout état de cause, il y avait quand même probablement une ville qui s'appelait Python ici, et vous voyez qu'on l'a appelée Héropolis, mais on a confondu, parce que Strabon, un cartographe romain, situe très nettement Héropolis au Caire, hein, ici. Bien, j'avance encore. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la fuite d'Égypte. La fuite d'Égypte, je remonte un petit peu dans mes diapos, et cette fuite d'Égypte nous donne quelques indications. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Je peux vous dire que même Ramsès, on ne sait pas où c'est. Donc, quand vous voyez des cartes extrêmement précises, dites-vous que ce sont des suppositions. Alors parfois, il y a quelques éléments archéologiques qui permettent d'étayer celui-là, mais ça n'est absolument pas sûr. Sukkot non plus. Et au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Exode 13:1. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Ah, le chemin du pays des Philistins, c'est une route qui suit la Méditerranée. C'est-à-dire qui part de Péluse, hein, la partie la plus orientale du delta du Nil, et qui va jusqu'au pays des Philistins, c'est-à-dire jusqu'à Gaza. Au passage, elle passe par El Arish. El Arish, c'était la frontière traditionnelle entre Israël et l'Égypte. C'est le fameux torrent d'Égypte. Et quand vous voyez cette expression, le torrent d'Égypte ou le fleuve d'Égypte, et qu'il s'agit de la limite avec Israël, alors c'est El Arish. Et une rivière, souvent à sec, arrive jusqu'à El Arish. Juste, la frontière actuelle est un petit peu au nord de ce point-là, vers Rafah. Et j'ai eu l'occasion de fouiller pendant 4 années, 4 campagnes, on va dire, pas 4 années entières, mais 4 campagnes de fouilles avec l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, et nous avons fouillé un petit peu au sud de Gaza. Et nous avions régulièrement des ouvriers qui venaient de Rafah, qui venaient donc de la frontière avec l'Égypte. Eh bien, le Wadi El Arish était en réalité drainé une bonne partie, et draine encore une bonne partie de la péninsule du Sinaï. J'aurai l'occasion de vous le montrer. Et par conséquent, quand il y avait des pluies rares, mais quand il y avait des pluies sur la péninsule du Sinaï, toutes les eaux des vallées jusqu'à El Arish et débordaient, de sorte que les anciens pensaient que c'était encore une branche du Nil, c'est-à-dire qu'il était soumis à des crues comme le Nil. Alors, on n'avait pas une cartographie développée comme maintenant, mais voilà, on considérait pour certains que c'était une branche du Nil. Bien. Donc, cette route des pharaons, des Philistins, elle est au nord et elle longe la Méditerranée. Pourquoi les Israélites n'ont pas pris ce chemin? Alors, parce que Dieu le leur a indiqué, certainement,
mais des découvertes archéologiques récentes ont montré que tout au long de cette côte, où il n'y a pas grand-chose, maintenant, si, il y a des villes, mais tout au long de cette côte, on a découvert des fortifications égyptiennes sur le même modèle et qui étaient donc des postes qui servaient de postes de ravitaillement ou de points de repos à l'armée de Pharaon quand elle partait en guerre vers le pays de Canaan. Donc il y avait là des postes relais, très bien organisés. Donc passer par là, ça aurait été passer à côté juste à côté de l'armée égyptienne. Ce n'était donc pas le bon chemin. Passer trop au sud, c'était passer dans les montagnes. Ça n'était guère possible. Et il y avait donc une voie intermédiaire qui était, eh bien, au fond, cette bande du Nord Sinaï. Et c'est par là qu'ils sont passés. Je vais vous le montrer. Mais à un moment donné, Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'ils pouvaient aller tout droit et aller vers Madian, vers le territoire de Madian, ou monter vers Israël, ils se sont enfoncés dans la montagne. Ils ont obliqué vers le sud. Et un des postes par lequel ils sont passés s'appelle Migdol. Migdol, c'est une tour. Et Migdol, vous en avez une quantité de sites qui s'appellent Migdol en Égypte. Ce sont des tours, tout simplement. Et par ce système de tours et de signaux, Pharaon a été immédiatement averti que les Israélites s'enfonçaient dans la péninsule du Sinaï. Et là, il s'est dit, là, ils sont perdus. Si jusque-là, j'ai pu croire que Dieu les guidait, là, maintenant, c'est plus possible. Ils sont enfermés dans les montagnes. C'est le texte lui-même qui le dit, et je vais vous le montrer. Donc, ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. C'est-à-dire qu'ils étaient presque sortis du désert. Ils étaient presque en vue de la mer Rouge. Et alors qu'ils paraissaient être sortis, hors d'atteinte de Pharaon, voilà qu'ils vont obliquer vers le sud. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Est-ce que vous imaginez qu'un peuple de 3 millions de personnes, avec du bétail, des femmes, des enfants, puisse marcher jour et nuit? Je dirais, c'est pas possible. Voilà encore un endroit où le texte peut être mis en défaut. Avant de dire que le texte est en défaut, il faut réfléchir, vous savez, parce que la parole de Dieu est un texte fidèle. Et j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Si vous avez 3 millions de personnes qui ont à se déplacer, quand vous marchez et que vous pensez que vous avez aussi un peu de bétail, vous marchez à combien au mètre carré? Il faut quand même un certain espace pour marcher. Alors je vais dire que la population était compacte. Mettons qu'ils étaient 3 au mètre carré. 3 au mètre carré, ça fait 3 millions de mètres carrés. 3 millions de mètres carrés, enfin 1 million de mètres carrés, ça fait 1000 mètres sur 1000 mètres. Mais vous pensez que le front d'avancée n'était pas d'1 kilomètre de large. Quand même, quand vous avez à passer entre certains massifs, si même vous arrivez à 100 mètres de large, alors ça veut dire que la colonne derrière vous fait 10 kilomètres. Et si vous arrivez à une population, si vous arrivez à faire marcher la population sur 50 mètres de large, la colonne fait 20 kilomètres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple à comprendre.
Israël commençait à partir. Mais tout le monde ne pouvait pas partir ensemble. Et quand ils arrivaient à la fin de l'étape, au bout en général de 40 km, les grosses étapes font 40 km. Quand il y a le pèlerinage à la Mecque, en réalité, on propose, ce qui est proposé en général aux pèlerins, c'est des étapes de 50 km. Mais 50 km par jour, c'est déjà énorme. Alors imaginez une colonne de 20, 30, 40 km. Mais quand la tête arrive, la queue n'est pas partie. La tête arrive et la queue s'avance et fait le trajet. Et puis quand la queue du peloton rejoint la tête, alors la tête repart. Et à ce moment-là, quand elle arrive au bout et que la colonne est libre, hop, la queue rejoint la tête. De sorte qu'ils marchaient effectivement jour et nuit. Mais ce n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que certains, peut-être marchaient-ils 12 heures pour arriver à faire des étapes importantes. Et encore, certainement, il fallait que les enfants soient portés par des bêtes, etc., etc. Mais il y avait en permanence une partie du peuple qui marchait. Et voilà pourquoi il fallait qu'il soit éclairé jour et nuit. Et vous voyez que le texte est loin d'être sot, est loin de nous dire des sornettes. Si on comprend et si on essaie de figurer ces choses-là, alors effectivement, le texte est rigoureusement exact. Et puis la partie nord du Sinaï, de la péninsule du Sinaï, est une zone semi-désertique, c'est-à-dire qu'elle se prête relativement bien à un élevage extensif, c'est-à-dire que les bêtes en passant pouvaient brouter un petit peu de ci, de là. Ça n'est pas une contrée complètement désertique, c'est semi-désertique. Vers le sud de la péninsule, c'est beaucoup plus montagneux et ça devient beaucoup plus désertique. Donc, il s'avance et le nombre d'étapes qui nous est cité est de 3. Je vous lis la suite. Il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol, vis-à-vis la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Alors, Pi-Hahiroth, cette racine Pi, en égyptien, veut dire maison, maison de Hahiroth. Hahiroth, on ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais ça désigne une zone montagneuse, de toute manière. Mais en face de Baal-Tsephon. Et là, vous avez la notion de Baal, qui n'est pas une notion égyptienne. Et donc, c'est de l'autre côté, et c'est du côté de l'Arabie, l'actuelle Arabie saoudite, que nous avons toute chance de trouver Baal-Tsephon. Et vous voyez donc que ce qui sépare Pi-Hahiroth de Baal-Tsephon, un nom égyptien et un nom cananéen, eh bien, c'est certainement la mer Rouge. Mais quelle mer Rouge? Le golfe d'Aqaba. Et pas le golfe de Suez. Alors j'avance encore, et vous allez me dire, mais le golfe d'Aqaba est extrêmement profond. Autant le golfe de Suez est peu profond, et il a fallu creuser encore, quand on a eu creusé le canal de Suez, il a fallu creuser encore un peu dans le golfe de Suez. Mais le golfe d'Aqaba suit une faille. C'est une faille géologique entre la plaque arabique et la plaque africaine. Et à la jonction de cette faille, qui continue d'ailleurs à s'écarter légèrement, vous avez ce bras de mer qui fait entre 15 et 20 km de large, mais qui en profondeur fait dans les 1600 voire 1800 mètres. Alors je vous montrerai une carte marine et vous allez voir que la chose est assez extraordinaire. Parce que s'il faut traverser sur un terrain
qui vient juste d'être dégagé par l'eau, sur des rochers extrêmement glissants, donc extrêmement en pente, vous comprenez bien qu'une population de 3 millions de personnes ne peut pas faire ça. Et donc on a dit, la traversée de la mer Rouge, c'est rigoureusement impossible. Ah oui, mais c'est compter sans les possibilités de Dieu. Alors avançons. Je continue dans le texte et je vous montrerai les cartes tout à l'heure. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Le canal de Suez est entièrement au niveau de la mer et ne comporte aucune écluse sur 162 km de long. Il passe par 3 lacs naturels et de nombreux lacs le parcourent. Le canal des Pharaons, je vous l'ai montré. Mais donc, ça n'est pas dans cette région-là qui est plate que l'on peut comprendre que Pharaon a poursuivi Israël. Vous avez noté que dans Exode, je vous ai lu les textes d'Exode, je pourrais vous lire le livre des Nombres, on a les mêmes étapes, les premières étapes. Alors vous voyez que la première étape, c'est Ramsès, on part de Ramsès. Puis on arrive à Sukkot. Puis on arrive à Étam. Alors Sukkot, ça veut dire des cabanes, Ramsès, c'est la ville de Ramsès. Étam, ça voudrait dire avec eux, mais c'est peut-être une déformation de Chetam, qui signifie une forteresse. Et puis on arrive à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Même chose dans les Nombres. Eh bien, on a retrouvé un texte d'un scribe qui a poursuivi, dont 2 serviteurs cananéens s'étaient échappés. Alors il est parti à leur poursuite, il a décrit leur poursuite. Et il décrit pratiquement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il part de Ramsès, il arrive à Ketam, une première place forte, puis une deuxième place forte, et puis il arrive à Migdol. Mais Migdol, c'est l'extrémité du désert. Et il comprend qu'ils ont réussi à passer. Quand des hommes fuient, est-ce que vous croyez qu'ils font des étapes de 10 ou 15 km par jour? Ils font des étapes de 50, 60, 70 km peut-être. Eh bien, c'est ce qu'a fait Israël. Et ils ont fait de grosses étapes. Mais en 3 jours, ils ont, alors peut-être il y a eu des étapes qui ne nous sont pas signalées, mais en 3 jours, peut-être à peine plus, ils ont traversé toute la péninsule du Sinaï. Et les étapes qui nous sont données par une même aventure d'un Séti II qui poursuivait des serviteurs cananéens qui avaient fui, nous redonnent pratiquement les mêmes étapes. Alors j'avance un petit peu, là je vous ai parlé de cela, je n'aurai pas le temps de vous parler du 20e nome d'Égypte, sauf pour vous dire que le 20e nome d'Égypte, il s'appelle Soph, c'est-à-dire Souf, Yam Souf. Et celui qui gouvernait cet État est appelé surveillant des déserts. Alors on ne sait pas où caser ce 20e nome d'Égypte, mais il est très probable, une fois de plus, que c'était l'ensemble de la péninsule du Sinaï. Et que donc, ils ont traversé cette péninsule du Sinaï, mais qu'ils l'ont traversée très vite. Si je me réfère à cette carte, alors je ne sais pas si elle est très visible, cette carte. Non, elle n'est pas très visible. Bon. Écoutez, je peux guère vous la commenter comme ça. Voilà. Donc, il est probable donc que les Hébreux étaient ou ici, entre le delta et l'isthme de Suez, ou même déjà à l'est de ce delta. Et donc, la traversée de la mer Rouge, ça n'est pas ici,
et ils auraient erré ensuite dans le désert, c'est bien la mer Rouge, mais ils n'ont pas traversé des zones marécageuses. Ils ont traversé des zones où il nous est dit qu'il y avait des montagnes, et ça n'est pas le cas ici. Par contre, ils sont allés jusque de l'autre côté, et à ce moment-là, ils ont traversé vraiment la mer Rouge, c'est-à-dire le golfe d'Aqaba. Bien, on avance encore un petit peu, je passe sur ces détails, mais qui sont très importants et qui montrent qu'en réalité, voilà, le gouverneur de ce 20e nom porte les noms de surveillant des déserts et des places fortes ou de la forteresse royale. Donc dans cette zone semi-désertique, il n'y avait que des places fortes, c'est-à-dire des zones d'armes. La fuite d'esclaves, Philon d'Alexandrie. Alors Philon d'Alexandrie, c'est un philosophe juif hellénisé du 1er siècle, un contemporain de Jésus, et Philon dit que si les Juifs étaient allés directement de Canaan en Canaan, c'est-à-dire depuis l'endroit où ils étaient jusqu'en Canaan, ils auraient mis 3 jours. Or, on nous signale 3 étapes. Et donc, vous voyez, ils ont certainement traversé toute la zone du Sinaï nord. Flavius Joseph, c'est un général juif passé du côté romain, et il est connu pour ses ouvrages, et en particulier la guerre des Juifs, et il dit que les Juifs sont partis d'Héliopolis, probablement d'Héropolis, c'est-à-dire de Suez. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà de l'autre côté, hein, et c'était la capitale du 20e nom de Basse-Égypte, donc du 13e nom, mais en réalité, elle surveillait également le 20e nom. Bien. Il raconte que les Juifs, arrivés devant la mer Rouge, étaient piégés entre la montagne et la mer et n'avaient aucune sortie. Alors je vais vous montrer quelques images pour vous dire que c'est particulièrement vrai. En résumé, traditionnellement, les Juifs sont partis d'ici, ils ont traversé la mer Rouge dans une zone marécageuse ici, et pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert du Sinaï. Techniquement, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont traversé en 3 jours cette zone-là, très vite. Et à un moment donné, au lieu de continuer leur course, c'est-à-dire de passer vers le pays de Madian, qui est ici, ils ont obliqué vers le sud. Et là, ils se sont trouvés coincés, oui, effectivement, entre une zone montagneuse et la mer. Alors, ils vont suivre le Wadi Watir. Et ce Wadi Watir aboutit à une zone qui est une plage et qui est connue actuellement sous le nom de Nuweiba. Alors laissez-moi vous montrer, oh là là, la carte de Ptolémée. La carte de Ptolémée, c'est un géographe du 1er siècle de notre ère. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, il nous montre ici Mare Rubrum, la mer Rouge. Mais la mer Rouge, vous voyez qu'elle se termine par un cul-de-sac, mais qu'on ne voit pas la division en golfe de Suez et golfe d'Aqaba, ou à peine. Voilà. Le nord, la péninsule du Sinaï se réduit à cela. Par contre, nous trouvons des choses extrêmement intéressantes sur cette carte. Vous trouvez ici une montagne qui s'appelle Mont Sinaï. Et la montagne du Sinaï, par Ptolémée, je vous signale quand même qu'au XVIe siècle, on continuait à imprimer les cartes de Ptolémée. C'est-à-dire que c'était une référence, ces cartes de Ptolémée. Eh bien, vous avez ici le mont Sinaï, et on reconnaît très bien cette forme de L qui correspond aux montagnes du Héjaz, et qui ne correspond absolument pas aux montagnes de la péninsule du Sinaï. Et il situe le mont Sinaï donc en Arabie, et c'est le point le plus élevé de cette ligne de montagne qui s'appelle le Héjaz. J'avance encore, alors là, oh là là, on voit presque rien, là. Je suis désolé que peut-être qu'il faudrait que j'aille sur l'autre carte là-bas.
et pour vous montrer le Wadi Watir. Alors, vous avez, est-ce que vous voyez un petit peu ici? Alors, vous avez ici, donc, toutes ces ramifications qui amènent vers le Wadi El Arish, qui se jette ici. Vous avez ici Rafah et vous avez ici Gaza. Donc, toute la péninsule du Sinaï est drainée ici par le Wadi El Arish. Mais ici, vous avez le Wadi Watir. Alors, il est probable que nos Hébreux ont traversé ici, probablement plutôt vers le nord, pour ne pas avoir à traverser ces choses-là, mais je vous dis, ça n'est pas très montagneux ici. Et à un moment donné, ils ont obliqué vers le sud. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout droit et d'aller directement vers Madian ou de monter vers Israël, ils sont allés se perdre dans ces montagnes-là. Et ils ont suivi le Wadi Watir. En réalité, c'est Dieu qui leur avait donné cet ordre. Et Dieu savait ce qu'il faisait. Mais Pharaon dit jusque-là, je pouvais croire qu'ils étaient guidés par Dieu. Mais là, c'est plus possible. Ils sont en train de se perdre. Alors il est parti à leur poursuite. Et vous allez voir ce qui est arrivé. Il arrive au Wadi Watir, ils arrivent au Wadi Watir, à Nouaïba, donc c'est cette plage que vous pouvez voir ici, hein, ce petit renflement. J'espère vous le montrer un petit peu mieux sur d'autres cartes. Et donc, bon, là c'est autre chose, c'est une autre indication. Là, je vous ai montré dans la péninsule du Sinaï des endroits où les Égyptiens exploitaient des mines. Alors, il y avait des mines de turquoise, il y avait des mines d'or, il y avait des mines de cuivre. Et imaginez, tout ça étant exploité, mais dans des régions désertiques, le Djebel Moussa est situé par là. Est-ce que vous imaginez que pendant 40 ans, les Hébreux vont pouvoir circuler dans cette petite zone alors qu'ils sont entourés de mines qui sont exploitées, qui sont en exploitation par les Égyptiens? Vous vous rendez compte que c'est difficile. Quand on n'a pas le contexte, on ne se rend pas compte que ce sont des impossibilités. J'avance encore et j'aimerais vous montrer maintenant quelques éléments. Alors là, c'est le départ de Ramsès, je ne répète pas, hein, voilà. Mais j'aimerais vous montrer que, en réalité, il y a un document extraordinaire qui fait état et qu'on a retrouvé, qui s'appelle le papyrus d'Ipuver, qui montre qu'il y a des Égyptiens qui ont décrit exactement ce que les Hébreux ont vécu. Or, ce papyrus, eh bien, il est tout près de chez vous. Parce qu'il est dans la ville de Leyde, je crois, alors, je ne sais pas si on prononce comme ça, certainement pas, mais aux Pays-Bas. Alors, L-E-Y-D-E, je ne sais pas comment ça se dit, vous allez me le dire. Pardon? Leyde. Bon. Et vous avez là, donc, un papyrus qui remonte à peu près à 1500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la période de la sortie d'Égypte, et qui décrit les choses. Je vais vous donner des extraits de ces choses-là. Je vous ai dit que ce Wadi Watir, il arrivait à Nouaïba. Eh bien, Nouaïba, c'est en réalité un raccourci. Et je vous dirai quel est le sens de ce Nouaïba tout à l'heure. Vous allez être étonnés. Alors, je repars sur ces zones-là, excusez-moi. Voilà. Et Pharaon croyait qu'ils étaient bloqués, qu'ils étaient prisonniers. Et il se mit en route pour les poursuivre. La situation était apparemment inextricable et insoutenable pour les Hébreux. Alors là, vous avez quelques notions de distance, mais vous voyez la distance entre Ismaïlia, c'est-à-dire à peu près l'endroit où devaient se trouver les Hébreux, et le golfe d'Aqaba, c'est 270 km. C'est-à-dire qu'en réalité,
Si on fait un détour par le nord, ça fait peut-être 300 km, mais c'est une chose qui peut se faire en quelques jours. La mer des Roseaux, je n'en parle pas, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Nuweiba. Alors j'arrive à Nuweiba. Nuweiba est donc le port le plus important de l'Égypte sur le golfe d'Aqaba. Mais le véritable nom, c'est Nuweiba al-Moussaïna. Et vous voyez là ce que ça signifie, Moïse eau libre, ou Moïse eau ouverte. Et c'est quand même extraordinaire que la langue arabe ait gardé dans le nom de ce port la trace de ce que Moïse a fait, de ce que le peuple a fait en traversant cette zone, cette région. Alors, il est formé donc à partir d'un nom arabe et ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose sur cette terre-là. Vous voyez là la zone de Nuweiba. Vous voyez là donc une plage. Ici, c'est de la montagne, mais vous avez une plage, ici, une grande plage. Et à quoi est due cette plage? Eh bien, vous avez ici le Wadi Watir, c'est-à-dire le ruisseau Watir, le torrent Watir, qui est souvent à sec, mais qui, quand il y a des pluies, amène une quantité d'alluvions. Et ces alluvions se déversent dans la mer et à force, on finit par faire cette plage. Et voilà qu'après avoir traversé ces montagnes, et je vous montrerai quelques photos, notre population arrive sur la plage de Nuweiba. Mais vous voyez qu'ils ont devant eux les montagnes, avec juste ce petit passage par le Wadi Watir, et derrière eux, le golfe d'Aqaba. Et donc, il n'y a aucune possibilité de fuir. Bien. Voilà quelques passages. Vous voyez qu'il y a certains passages de ce Wadi Watir qui sont extrêmement étroits. Et là, effectivement, on ne pouvait pas marcher à 100 mètres de front. Et il a fallu certainement beaucoup de temps pour passer là. Ici, c'est un peu plus large. Ici, c'est encore plus large. Mais vous voyez cette langue, cette plage élargie est le seul endroit sur toute la côte qui pouvait accueillir 3 millions de personnes. Vous avez encore une autre vue de ce Wadi Watir, ici, qui mène jusqu'à Nuweiba. Voilà. Et donc, vous avez ici une idée de ce qu'a pu être le trajet. Alors, peut-être que c'était un peu plus au nord. Moi, je pense que c'était un peu plus au nord, et puis qu'ils ont descendu ici. Mais vous voyez, ils étaient presque sortis d'affaire. Il suffisait de très peu de choses pour sortir d'Égypte. Mais pensez que la péninsule du Sinaï était toujours sous contrôle égyptien. Et par conséquent, à un moment donné, ils viennent s'enfermer dans la péninsule du Sinaï. Et là, Pharaon les poursuit. Et ils vont traverser ici, en face de Nuweiba. Est-ce qu'il y a des éléments archéologiques qui permettent de dire qu'ils ont traversé là? Eh bien oui. Alors, vous avez de nouveau là à peu près cette traversée, j'espère que vous l'avez en tête. Vous voyez donc en quelques jours la traversée de la péninsule du Sinaï, puis intrusion dans le Wadi Watir, et puis traversée de la mer Rouge ici au niveau de Nuweiba. Mais traversée non pas de la mer Rouge ici dans des zones marécageuses, traversée ici. Mais alors me direz-vous, la profondeur, 1800 mètres de profondeur, comment fait-on? Ah, ben voilà. C'est que cette accumulation d'alluvions qui a donné cette plage a continué et est allée jusque dans la mer. Et j'aimerais vous donner quelques confirmations de ceci.
vous avez au nord de la plage une forteresse égyptienne. Preuve que l'Égypte dominait jusque-là et connaissait cette chose-là. Donc nous sommes bien là encore en territoire égyptien. Et puis, nous avons aussi d'autres éléments. Alors, je vous montre comme ça, en passant, le monastère Sainte-Catherine, mais le monastère Sainte-Catherine correspond à une tradition chrétienne qui a commencé avec le 5e siècle, voire le 6e siècle, et qui ne correspond pas du tout au contexte que nous avons décrit jusque-là. Donc, si vous voulez aller au monastère Sainte-Catherine et voir le Djebel Moussa, on vous fera partir à 2 heures du matin pour monter jusqu'au sommet du Djebel Moussa, mais ce n'est pas le mont Sinaï. Voilà. C'est intéressant, je l'ai fait, mais ce n'est pas le mont Sinaï. Je ne crois pas. Alors on avance, c'est l'empereur Justinien qui a fait construire cela en l'honneur d'Hélène, la mère de l'empereur Constantin. J'avance encore un petit peu, donc je passe rapidement. Vraiment, le site ne correspond pas du tout aux nécessités d'un passage de 3 millions de personnes. Voilà encore le monastère, et voilà la montagne que Moïse devrait gravir. C'est un endroit aménagé. Je peux vous dire que quand il est aménagé, il faut partir à 2 heures du matin pour arriver au lever du soleil. C'est très très beau, mais j'imagine mal que Moïse, âgé de 80 ans, même s'il était en pleine forme, se soit armé de piolets et de pioches et d'éléments d'escalade pour gravir cette montagne-là. Voilà. Donc, j'avance encore, et Moïse s'enfuit et se retira devant Pharaon. En effet, Moïse, à un moment donné, a fui. Et il est allé auprès de Jéthro. Jéthro lui a donné sa fille Séphora en mariage. Donc, Jéthro est devenu le beau-père de Moïse. Eh bien, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les populations encore actuelles de cette zone-là gardent dans leur tradition le souvenir de Moïse et de Jéthro. Mais c'est de l'autre côté du golfe d'Aqaba. Voilà. Alors, j'avance rapidement et j'aimerais vous faire voir maintenant d'autres choses. Je passe sur la fuite de Moïse, voilà. Bien. Voilà par exemple un buisson. C'est l'exemple d'un buisson et de ce qu'a pu vivre Moïse quand il a été appelé par Dieu. Et on imagine un petit peu la chose comme ça, un buisson qui s'enflamme et qui ne se consume pas. Voilà ce que les Israélites arrivant à Nouéba pouvaient voir. Le golfe d'Aqaba et de l'autre côté, les montagnes d'Arabie. Et vous comprenez que pour eux, il n'y avait apparemment aucune possibilité de s'en sortir. Maintenant, je vous montre une carte des fonds marins. Alors, vous voyez que si ici, vous avez une très grande profondeur, ici une encore plus grande profondeur, ici c'est de l'ordre de 800 mètres, ici c'est de l'ordre de 1600 mètres, vous avez ici, en prolongement de la plage de Nouéba, un énorme dépôt d'alluvions qui fait qu'actuellement, la profondeur au plus profond est de moins de 100 mètres de profondeur. Alors 100 mètres, vous me direz, ça fait encore de l'eau. Mais je pense que j'ai une coupe qui va vous montrer un petit peu comment ça se présente. Voilà. Vous voyez, si on fait une coupe là, vous avez ici une très grande profondeur, ici une très grande profondeur, mais ici les alluvions amenés par le Wadi Watir font presque la jonction avec l'autre côté. Et c'est du sable. Et donc il y a comme un pont au milieu du golfe d'Aqaba.
Au point qu'actuellement, on est parfois obligé, sur le bord égyptien, de draguer et d'éliminer ces alluvions de manière à ce que les bateaux puissent passer. Seulement, heureusement, il y a un homme qui est allé fouiller. Alors, il s'agit de Ron Wyatt, peut-être en avez-vous entendu parler. C'est un infirmier radiologue américain qui n'est pas du tout reconnu dans les milieux archéologiques, mais qui a découvert des choses extrêmement intéressantes. Et je vais peut-être prendre le temps de vous montrer quelques-unes des photos de ce qu'il a découvert à cet endroit-là. Il a découvert d'abord que de part et d'autre de la mer, il y avait 2 colonnes. Alors voilà la colonne côté égyptien. Cette colonne côté égyptien, elle était couchée, mais il y avait des inscriptions dessus. Et parmi les inscriptions qu'il a pu lire, il y avait Mitzraïm, Égypte, Shlomo, Salomon, Édom, mort, Pharaon, Moïse, l'Éternel. Mais cette colonne avait été tellement battue par les vents et par le sable que les inscriptions étaient difficiles à lire. Mais il y avait des inscriptions. Alors, ne sachant pas ce que c'était, et on a cru que c'était des bornes miliaires, c'est-à-dire des bornes romaines qui marquaient les routes romaines, eh bien on l'a simplement déplacée parce qu'elle gênait. On avait besoin de construire là des entrepôts et la ville de Nuweiba, et donc on l'a déplacée, et même on en a refait une en béton, à peu près à l'identique. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est la fosse, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, vous avez aussi un endroit où il y avait une colonne. Elle était couchée avec le temps, et de ce côté-là, les Arabes l'ont amenée à leur... on laissait juste un poteau, je ne sais pas s'il y est encore, mais ont amené cette colonne dans leur musée de Riyad. Et on n'a pas fait le lien entre les deux. Mais il y a un lien. Et vous voyez que ces colonnes, ces grandes colonnes, moi je l'ai vue, celle qui est du côté égyptien, je l'ai vue quand on est repassé sur la route qui nous menait au faux mont Sinaï, hein, et elle est sur le bord de la route pour que tout le monde la voie. Mais en réalité, elle était au bord de la plage avant. Et elle indiquait le lieu, et il semble l'indication de Shlomo dedans, semble indiquer que c'est Salomon qui a fait ériger ces 2 colonnes pour marquer l'endroit exact où les Hébreux avaient traversé. Mais on en a perdu le sens, ça s'est perdu, et donc on n'a pas maintenu cette chose-là, et on n'a pas vu l'intérêt de ces choses-là. Bon, vous me direz 2 colonnes qu'on a du mal à lire, c'est pas quand même des preuves extraordinaires, oui? Bon, alors je vous montre ce qu'était une colonne miliaire chez les Romains. Je n'avance pas davantage. Mais nous avons maintenant le manuscrit d'Ipuver. Alors, le manuscrit d'Ipuver, le papyrus d'Ipuver, est extrêmement intéressant, et vous voyez qu'il est conservé au Musée des Antiquités nationales néerlandais à Leyde, pardonnez-moi si je le prononce à la française. Voilà comment il se présente, ce papyrus d'Ipuver peut-être. Bon. Et j'aimerais vous montrer ce que dit d'un côté la Bible et ce que dit de l'autre côté le manuscrit d'Ipuver. C'est assez extraordinaire. Alors vous connaissez sans doute suffisamment le texte biblique, mais la peste s'est abattue sur tout le pays. Et là, il va y avoir la description des 10 plaies d'Égypte. Et il y a du sang partout. Et le fleuve est de sang. Les hommes ont peur de goûter l'eau. Les humains ont soif d'eau. C'est notre eau, c'est notre bonheur. Que pouvons-nous faire? Tout est en ruine. Voilà le papyrus d'Ipuver. Voilà ce que dit l'Exode. Toute l'eau du fleuve fut chargée en sang, et il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte, et le fleuve puait. Et tous les Égyptiens creusèrent le sol aux abords du Nil pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. En vérité, dit le papyrus d'Ipuver,
Les portes, les colonnes et les murs de la ville sont détruits par le feu. La Basse-Égypte pleure. Le palais entier est privé de revenus, alors que le blé et l'orge, les oies et les poissons lui revenaient de droit. En vérité, le grain a péri de tous les côtés. En vérité, ce que l'on voyait hier a disparu aujourd'hui. La campagne est déserte et la cueillette du lin abandonné. Le texte biblique, vous le connaissez, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Et j'aimerais peut-être arriver à la traversée de la mer Rouge. Le pays est sans lumière et il y eut une obscurité épaisse sur tout le pays d'Égypte. En vérité, les enfants des princes sont précipités contre les murs. En vérité, les enfants des princes sont jetés dans les rues. La prison est en ruine. Partout, le frère enterre son frère. Des gémissements s'élèvent dans tout le pays et se mêlent aux lamentations. Vois, le feu s'élève dans le ciel, ses flammes se dirigent vers les ennemis du pays. L'or et le lapis-lazuli, l'argent et la malachite, la carnélite, le bronze sont autour du cou des esclaves femelles. C'est-à-dire que les esclaves, les Hébreux, ont demandé des bijoux aux Égyptiens. C'est ce que nous dit l'Exode. Et ça s'est réalisé. Bien. Alors venons-en maintenant au passage sous-marin de Nuweiba. Et nous nous rendons compte que s'il y a des choses qui sont restées des Égyptiens là, elles ont dû être détruites depuis longtemps. Sauf qu'il y a une particularité. Il y a un corail, un petit corail qui se développe sur tous ces objets et qui donc garde la forme de ces objets alors même que l'objet a disparu. Et je vais vous montrer un certain nombre de photos qui sont assez étonnantes. Alors, vous voyez donc là la plage de Nuweiba et les fonds marins qui sont très en pente côté égyptien et qui sont peut-être un petit peu plus abruptes côté arabe. Voilà ce qu'on voit sous les eaux. Or, vous allez voir qu'il y a des roues à 4 rayons, qu'il y a des roues à 6 rayons et qu'il y a des roues à 8 rayons. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'assister et de voir une émission qui s'occupait de la fabrication des roues des chars en Égypte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a commencé avec 4 rayons, puis 8 rayons, et puis on s'est rendu compte que le bon équilibre était avec 6 rayons. Alors vous voyez, à gauche, c'est ce qu'on voit, c'est des coraux. Et c'est une reconstruction, là. Bien. Mais on a quand même trouvé ceci. Donc vous voyez, on voit très bien la forme ronde à gauche, et on devine là les 8 rayons de la roue, et le moyeu. Alors voilà des choses qui ne vous paraissent peut-être pas très probantes, mais qui sont quand même là. Et vous avez là encore un essieu de char. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui pourraient avoir cette forme-là. Et vous voyez qu'ils sont couverts de coraux. Vous voyez là des choses tout à fait extraordinaires. On a même trouvé des os. Et un spécimen d'os a été confié au ministère d'ostéologie de l'université de Stockholm et analysé. Il s'est avéré d'être d'origine humaine, bien sûr, mâle, fémur droit, unilatéral, bien qu'il ne puisse pas être daté. Il datait évidemment de l'Antiquité. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire, eh bien, il y a 3500 ans. On ne peut pas dater ces choses-là. Encore que les roues des chars permettent, puisqu'il y avait plusieurs formes, de se dire qu'on était à peu près, probablement, à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque où on tâtonnait encore pour savoir quelle était la forme de roue qu'on allait adopter, parce qu'après, ça s'est normalisé avec 6 rayons. Alors, est-ce qu'il faut que je continue? J'aimerais, parce que je vois que l'heure est très avancée maintenant, mais j'aimerais vous dire que, avant de tirer des conclusions hâtives,
avant de dire, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le comprend pas, que le texte biblique s'est trompé, est erroné ou a enjolivé les choses. Il faut y regarder de plus près. Et quand on y regarde de plus près, alors on est surpris de voir la véracité, l'exactitude du texte biblique. Et je crois que si des archéologues se croient permis de critiquer sur la base de ce qu'ils découvrent, et il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qu'ils découvrent, il faut réaliser quand même, et je ne les crois pas malhonnêtes, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il faut réaliser que la parole de Dieu, elle, est solide. On croit pouvoir la démolir à un moment donné, et puis non, on ne peut pas la démolir, parce qu'il y a une autre preuve qui arrive derrière et qui vient confirmer. J'aimerais peut-être vous faire entrer juste de l'autre côté, juste un tout petit peu sur la berge arabe, vers Baal-Tsephon. Eh bien, il est dit qu'ils ont marché, et qu'ils ont marché vers le sud, jusqu'à une oasis où il y avait, à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Eh bien, il y a encore une zone, un peu au sud de Baal-Tsephon. Et c'est le seul endroit, pratiquement, sur tout le pourtour du golfe d'Aqaba, où vous avez des sources et à peu près 70 palmiers, parce que ça dépend de la quantité d'eau qui est disponible. Et vous voyez donc qu'il y a là un détail précis, mais on sait reconnaître où est cet endroit maintenant. Je continue, et là vous avez un tracé précis de ce qu'a été la traversée du golfe d'Aqaba à Nouweïba, puis la descente vers Élim, et puis de nouveau un trajet un petit peu tortueux qui a mené jusqu'au mont Sinaï. Le mont Sinaï, il est très probable que c'est le Djebel al-Lawz. Et c'est la montagne, le mont le plus élevé de cette chaîne de montagnes qui s'appelle le Hejaz. Eh bien, Flavius Joseph, dit que le mont Sinaï, c'est le plus élevé de la montagne, de la chaîne de montagnes où il est. Savez-vous qu'au niveau du monastère Sainte-Catherine, il y a près du Djebel Moussa, que l'on dit être le mont Sinaï, d'autres montagnes qui sont plus élevées que le Djebel Moussa. Tandis qu'ici, le Djebel al-Lawz. Ce Djebel al-Lawz, c'est le plus élevé. Et ne croyez pas que je vous dis là des choses rêvées. Le gouvernement de Riyad, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite, a encerclé de barbelés tout le Djebel al-Lawz, interdit à la population. Pourquoi? Parce qu'il en a fait un site archéologique. C'est-à-dire que le gouvernement saoudien lui-même reconnaît la validité de ces découvertes. Alors je pourrais vous citer bien d'autres choses, mais je vais terminer par là, parce qu'il faut bien terminer à un moment donné. Le sommet de la montagne du Djebel al-Lawz, et il y a 3 collines. Ce sommet est noir, brûlé par le feu. Brûlé par le feu, vous me direz, mais il y a des roches noires. Et je connais du côté de chez moi la montagne de Sète ou la montagne d'Agde qui est faite de roches volcaniques et qui est noire. Ah non. C'est que cette roche-là est brûlée, parce que quand on la casse, c'est brûlé, c'est noir sur quelques centimètres. Et au-dessous, c'est blanc. C'est-à-dire que ça a été une montagne brûlée par le feu. Eh bien, quand vous lisez le texte, vous vous rendez compte que Moïse est allé auprès de Dieu et que Dieu s'est présenté entouré d'une fumée, mais d'une fumée comme du feu.
et un feu qui a brûlé la roche, mais qui l'a brûlée sur une surface, pour qu'aujourd'hui encore, on puisse voir que ça n'est pas un phénomène simple, naturel, que ça n'est pas une roche volcanique, que c'est autre chose. Alors voilà, j'aurais beaucoup trop d'autres choses à vous dire et je suis prêt à en discuter avec vous. Mais les preuves archéologiques, elles sont là. Et je ne vous ai pas parlé de la tradition des premiers chrétiens qui amène à voir le mont Sinaï en Arabie. Je ne vous ai pas parlé de la tradition arabe, je ne vous ai pas parlé des inscriptions que l'on avait trouvées dans le Sinaï. J'ai encore laissé de côté beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire qu'alors que la première diapositive vous donnait cette citation d'un homme au demeurant grand archéologue et très compétent, qui disait qu'il n'y avait aucune preuve ni de la sortie d'Égypte, ni de la traversée du désert, ni de la traversée de la mer Rouge, ni de la conquête de Canaan. J'ai pas assez de 3 heures pour vous dire tout ce qu'il y aurait à dire là-dessus. Que Dieu nous donne cette assurance que la Bible, que le texte biblique est beaucoup, beaucoup plus fiable que ne veulent bien le dire les scientifiques maintenant. Et quand je pense à des Kenyon ou des Paro, les premiers archéologues, ils s'extasiaient, ils s'émerveillaient de ce qu'ils découvraient dans ces pays-là et qui venaient confirmer la parole de Dieu. Malheureusement, l'archéologie a pris une autre tournure. Et là encore, j'aurai des choses à vous raconter. Mais j'ai cette confiance que Dieu a certainement encore en réserve des preuves dans les cailloux, dans les roches, sous la mer, des preuves que la parole de Dieu dit vrai. Amen.